Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois, on va parler d'économie néolibérale mondialisée. Interpellé par les thèses de Gareth Hardin qu'on a vu précédemment, le monde académique ne cessera plus de s'intéresser à la question des biens communs. Le questionnement n'est pas nouveau. D'ailleurs, plutôt pessimiste à ce sujet, Aristote, dans le livre 3 de la Politique, écrivait déjà « Ce qui est commun au plus grand nombre fait l'objet des soins les moins attentifs. L'homme prend le plus grand soin de ce qui lui est propre et a tendance à négliger ce qui est commun. » C'est l'économiste américaine Elinor Ostrom qui apportera le regard le plus original sur cette question, avec le Workshop Political Theory and Political Analysis, fondé en 1973 avec son mari. Elle mène un grand travail d'observation et d'analyse de gestion des communs dans les différentes parties du monde. Alors, pour elle, le terme « commun » recouvre tout autre chose que ce qu'envisage Gareth Hardin. Il désigne des institutions grâce auxquelles des communautés ont géré et gèrent encore aujourd'hui des ressources communes partout dans le monde, souvent de façon plutôt durable. Il peut s'agir de pâtures, mais aussi de forêts, de champs, de tourbières, de zones humides, et souvent des choses indispensables à la survie. D'ailleurs, pour retourner un peu en arrière dans le temps, on pourrait aller chercher dans la Bible avec notamment Abraham et Abimelech qui scellent leur alliance sur l'usage de l'eau du puits. Ils se partageaient le puits et ils ont décidé d'un contrat pour l'usage, et c'était à Beersheba. Vous retrouverez ça dans le chapitre 21 du récit de la Genèse. Alors, en utilisant des méthodes d'investigation issues de l'économie expérimentale et de la théorie du jeu, Elinor Ostrom met en évidence que la gestion des communs passe par des arrangements constitutionnels acceptés par les acteurs concernés. Elle souligne également que les communs sont les exploitations par tous et sans contrainte d'une ressource en accès libre, mais une propriété partagée par des ayants droit. Son livre de référence, qui s'appelle « Governing the Commons », a été publié en 1990. Petite parenthèse, la Banque de Suède va lui faire tardivement justice en lui décernant en 2009 son célèbre prix, faisant d'elle la première femme honorée par le prix Nobel d'économie. Alors si on se replace à l'époque, ces discours sont peu audibles. Alors, qu'est-ce que le contexte de l'époque ? Le 15 août 1971, Nixon, le président américain, suspend la convertibilité du dollar en or, ce qui met fin au système de Bretton Woods. Ça fait entrer le monde dans le développement du marché d'échange et plus largement dans la sphère financière. Pareil, au début des années 80, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, arrivent au pouvoir deux dirigeants acquis aux thèses libérales de l'école de Chicago. On a Reagan et on a Thatcher. Progressivement, l'ensemble du monde développé s'engage dans une libéralisation de plus en plus grande des échanges et des économies. C'est le temps de la mondialisation et la fin de la guerre froide. On a même un temps, sous l'influence du chercheur américain Francis Fukuyama, où on croit à la fin de l'histoire. On assiste donc à la mondialisation néolibérale et en parallèle, le mouvement écologiste se structure, appuyé notamment par des données scientifiques de plus en plus précises. L'idée de gestion mondialisée des communs arrive à faire doucement son chemin. En 1972, se tient à Stockholm le premier sommet de la Terre. Alors, comme celui qui lui succéderont, il cherche à démontrer la capacité collective à gérer les problèmes planétaires et affirmer la nécessité du respect des contraintes écologiques. Alors, le sommet de Stockholm va donner naissance à une organisation dépendante de l'ONU, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE. Alors, il sera suivi 10 ans plus tard du sommet de Nairobi au Kenya, puis les sommets se renouvellent de 10 ans en 10 ans. Le protocole de Montréal, en 1987, va permettre à la communauté internationale de réaliser une prise de conscience qui va aboutir à des mesures concrètes pour limiter la propagation humaine des gaz fluorés, les CFC, qui étaient responsables du trou dans la couche d'ozone. D'ailleurs, assez étonnamment, Ronald Reagan et Margaret Thatcher vont être des acteurs clés dans la gestion à succès de cette crise.
En parallèle, l'idée d'un changement significatif du climat terrestre lié aux activités humaines commence à gagner du terrain. D'ailleurs, les deux dirigeants, Reagan et Thatcher, vont exprimer la volonté que soit créée une organisation intergouvernementale autonome, constituée de scientifiques qui apportent leur expertise et d'autre part, de représentants des États participants. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, voit le jour en novembre 1988. Il est créé par l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, sous le patronage du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE. D'ailleurs, le météorologiste suédois Bert Bolin jouera un rôle important lors de la création de l'organisme et va le diriger de 1988 à 1997. Les experts scientifiques contribuant au GIEC sont issus de différents domaines, comme les sciences de la nature, les sciences politiques ou l'économie. Le GIEC va émettre son premier rapport en 1990. Voilà pour cette vidéo. Lors de la prochaine vidéo, on va aborder la naissance de la RSE. À très bientôt!